Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle de l'Eurovision ce matin, l'édition 2025 qui a été organisée à Bâle, qui aura été aussi mouvementée que mémorable. Si la Suisse a essuyé un 0 pointé du public malgré une prestation saluée par les jurys, c'est l'Autriche qui a créé la surprise en devançant Israël dans un contexte tendu marqué par des manifestations cadrées de près par les forces de l'ordre. Annoncé, Céline Dion n'est finalement jamais apparue, tandis que les shows scéniques ont oscillé entre exubérance et expérimentation. Malgré les polémiques, la fête a attiré plus de 500 000 visiteurs et 170 millions de téléspectateurs dans une ambiance globalement sereine. La Société suisse de radiodiffusion, la SSR, et la ville de Bâle saluent un succès total porté par une programmation plus audacieuse et une organisation maîtrisée. L'événement marque aussi le départ de Jean-Marc Richard, voix emblématique de l'Eurovision en Suisse depuis 34 ans. Il est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Je te voyais écouter attentivement mon résumé. Oui. T'es d'accord avec ce que j'ai dit ? Oui, 100%, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est mouvementé, mais maîtrisé. Oui, c'était mouvementé. Alors, c'était mouvementé principalement de par la présence d'Israël, parce que le reste, c'était assez calme. Au sein des délégations, c'était calme, c'était posé, c'était serein, c'était le contraste avec l'année d'avant. Ouais. Et puis, il n'y avait pas absolument de favoris comme l'année dernière. C'était quand même un peu deux entre la Croatie et la Suisse. Donc oui, c'était un peu mouvementé. Je trouve que c'était les manifestations contre la présence d'Israël, ou pro-palestinienne, c'est comme on veut, ont été très dignes. Il y a eu peu d'échauffourées, de tensions. Et voilà, les gens se sont exprimés. C'était aussi bien vu de la part de la ville de Bâle et des organisateurs de ne pas s'opposer à la liberté d'expression. C'était une chose importante. Bien sûr. Parce qu'on savait évidemment que du côté du gouvernement israélien, on allait utiliser tout ça. Donc c'était normal qu'en face, il y ait des gens qui, d'une manière ou d'une autre, puissent exprimer leur désaccord avec cette présence. Il y a eu ça. Céline Dion, bon, on n'en reparlera pas parce qu'un jour, j'imagine, dans quelques semaines, dans quelques mois, on saura exactement ce qui s'est passé. C'est complètement, c'est stupéfiant. Tous les spécialistes disent, bon, là, franchement, d'un certain côté, c'était pas mal parce que viendra pas, ça a permis de parler d'autre chose que la géopolitique. Parce que chaque fois, on évoque le concours sous son aspect géopolitique, alors que cette année, franchement, il y avait d'autres aspects à aborder. Les thématiques des chansons très intéressantes étaient toutes pratiquement autour de la résilience. C'est ça. Ce qui fait quand même que c'est une évolution fondamentale du concours. Parce que quand moi j'ai commencé, c'était « je t'aime moi non plus », ou alors « je t'aime beaucoup » et puis tu m'as plaqué. Enfin bref, c'est des histoires d'amour qui finissent bien, qui finissent mal. Et là, on a vraiment toutes ces thématiques jusqu'à le retour aux racines, par exemple, avec cette chanson albanaise qui a obtenu beaucoup de voix du public chez nous. C'était une chanson expérimentale, comme vous l'avez dit, qui traitait de cette difficulté quand on quitte un pays à trouver ses racines. Moi, j'aime bien cette expression de Stéphane Eicher qui dit toujours, pour moi, les racines, ça n'a pas d'importance, on doit avoir un peu de terre sous ses souliers. C'est en gros ce qu'exprimaient les Albanais. Voilà, donc oui, c'était un concours très riche, et je dirais que le grand succès de ce concours, c'est la fête populaire. Moi, j'y suis attaché, évidemment, parce que quand j'ai entendu des fanfares et des fifres et tambours à l'Eurovision, pour moi, un grand kiosque à musique. La boucle était bouclée. La boucle était complètement bouclée. Mais ils ont réussi à faire ça. C'est-à-dire que le dimanche, il y avait 100 000, 120 000 personnes pour assister à un cortège de délégations qui empruntent un petit tapis turquoise qui ensuite se prolonge sur 1,3 km ou à pied ou en tram. Et il y avait des gens qui étaient là, qui attendaient avec des drapeaux, sans des drapeaux, puis après qui se retrouvaient dans le village de l'Eurovision, qui était plein. Il y avait des kilomètres, entre 2 et 3 kilomètres d'attente de fil. Ça allait quand même assez vite au niveau de la sécurité. Et pour rentrer dans le village. Et là, il y avait ce mélange entre fêtes populaires. Je crois qu'il n'y avait juste pas les saucisses, mais il y avait quand même les crêpes, la raclette, les momos, etc. Dans des petits food trucks comme ça. Et puis les sponsors étaient présents. Donc, je pense que c'était une grande réussite. Je pense que la grande réussite, on la doit principalement à la ville de Bâle. Et puis la grande réussite du show. Ça a été, je pense, c'est pas parce qu'on est en Suisse puis que c'est géré par la SSR, mais c'est le meilleur show que j'ai vu depuis de très nombreuses années à l'Eurovision. C'est vrai que c'était impressionnant. Scénique, c'était impressionnant. C'était très chouette. David Lothar l'a d'ailleurs suivi. Bonjour David. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints aussi ce matin pour parler de l'Eurovision, parce que quand on parle musique, on parle d'Eurovision, évidemment.
Bah oui, bah justement, il y avait une star qui, moi, alors, j'ai été bluffé. Hein, c'est cette scène atypique qui est quand même à Bâle. Hein, j'ai vu un 750 mètres carrés de carré LED au sol, c'est 200 mètres carrés. Enfin, c'est un bijou high-tech. On en a eu plein les yeux. C'était un régal de voir ça. L'horlogerie. C'est de l'horlogerie. C'est ça. Fallait pas qu'on passe pour des ringards, alors que le concours ne l'est plus du tout. Mais là, on a fait encore plus fort. Effectivement. Alors. Il y a un bémol, un tout petit bémol, et c'est important, je crois, de le préciser. C'est-à-dire que le show, il est total télévision maintenant. Ouais. C'est un show de TV. Hein. Du reste, vous avez 36 000 personnes qui sont dans un stade pour regarder la télé. C'est génial, ça, je trouve ça un concept, tout. Et tout est ramené à la télévision. Et les jeunes reviennent à la télévision. Donc c'est très intéressant, ça. Mais le show est construit pour la TV. Et dans le public, la question s'est posée un peu, c'est qu'est-ce que va devenir leur vision, parce qu'il y a des artistes qu'on ne voyait pas. Alors, on ne voyait pas très bien Zoémé, mais on l'entendait extrêmement bien, le son était excellent. Ouais, mais on imagine qu'effectivement, Zoémé, vu depuis la salle, sa prestation, en soi, elle avait rien. Elle avait juste la voix, c'était de la radio. Voilà, exactement. Voilà. Quoique la radio reste le média. Mais par exemple, les Britanniques ont fait toute une partie de leur scénique de dos au public. Par exemple, et donc. Pour les gens qui ont déjà assisté à d'autres Eurovision depuis une dizaine d'années, en fait, déjà l'année passée, mais aussi cette année, tu perds un peu dans la salle. Alors ça, c'est une réflexion pour l'avenir. Tu peux pas payer 300 ou 400 francs des billets et puis te retrouver, même si c'est un show exceptionnel, te retrouver un peu prétérité. Voilà, ça c'est un peu c'est bien. Des figurants qui voient un beau concert quand même. Donc, de fait, je pense que c'est le vrai défi. C'est-à-dire que tout passe par la TV parce que les artistes ont compris qu'en fait, le jury, il évalue par la télévision, le public évalue par la télévision, et en fait, le public qui assiste au show, il faut quand même pas l'oublier, quoi. C'est important. Évidemment. Déjà, moi, je suis pour dire, il faut baisser le prix des billets de moitié, ça c'est clair. Il faut trouver cette solution-là. Et puis, il faut que les gens puissent, que ce soit une fête, ça c'est clair. Quand on est dans la salle, c'est une fête, comme dans le stade à côté. Mais reste que c'était presque plus agréable pour les gens qui étaient dans le stade de regarder des écrans géants que pour ceux qui étaient dans la salle. Alors là, c'est la réflexion d'avenir, je pense. Magnifique, beau show TV. On va continuer de parler de cette Eurovision 2025 avec toi, Jean-Marc. Merci d'être là ce matin. On marque une toute petite pause de rien du tout et on revient dans un instant avec David Letard, Mike Perez, Jean-Marc Richard et votre serviteur. À tout de suite. Messieurs, il ne faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. De retour sur le plateau, notre invité ce matin, Jean-Marc Richard. Merci d'être avec nous, Jean-Marc. Cette Eurovision qui avait une saveur, j'imagine, particulière pour toi, parce que c'était la dernière, tu l'as annoncé, on va en parler tout à l'heure. Une victoire autrichienne, on en a parlé tout à l'heure, David Letard. Alors, est-ce qu'elle a éclipsé finalement la polémique autour d'Israël ? Peut-on parler aussi d'un vote manipulé ? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont un peu controversées. Que dire de tout ça ? Que dire déjà ? Merci à l'artiste autrichien de nous avoir évité de faire une 70e édition en Suisse, parce qu'on y a cru à un moment donné. C'est-à-dire qu'au moment où les votes du jury sont arrivés, qu'on a vu que la Suisse obtenait des voix partout, sauf étonnamment en Irlande et chez les Britanniques, parce que peut-être c'est pas dans leur sensibilité, cette intimité. Quand on a vu ça, on s'est dit « ouh !» Mais on savait que quand un pays organise le concours, en général, la chanson qui représente le pays obtient pratiquement rien du public. C'était le cas pour l'Autriche aussi. L'Autriche, ils avaient terminé dernier. Ils n'avaient aucun point pratiquement. Et donc c'est chaque année le cas. Même les Suédois l'année dernière, alors que c'était vraiment le show était plus beau, ils avaient terminé au-delà des places auxquelles ils sont habitués. Donc c'est clair, c'est en général ça. Alors, on revoit l'image de Zoémé, pour ceux qui ont vu en vidéo. Elle le prend plutôt bien, ce zéro pointé. Elle a quand même reçu, je tiens quand même encore à le préciser, le prix Marcel Besançon, fondateur du concours en 1956, tout comme Nemo et John Sears aussi avaient reçu un prix. C'est le prix de la composition, pour moi c'est le prix le plus important parce que c'est les autres compositeurs qui donnent ce prix. Donc tous les autres compositeurs, ça veut dire qu'il y a 37 autres compositeurs, enfin ils sont même plus parce qu'ils sont plusieurs par chanson, qui donnent un prix à une chanson. Pour moi c'est le couronnement. Et alors c'est très intéressant comment nous, on parle
de Zoémé et comment les Français parlent de Louane. Les Français, par exemple, évidemment, il y a toute la polémique sur le vote, 50 voix, c'est impossible pour la France, mais les Français ont mis l'accent sur le fait qu'elle avait gagné 2 prix, Marcel Besançon. Et nous, on met pratiquement toute la presse l'accent sur 0 point. Ouais, c'est ça. Heureusement, vous l'avez précisé tout à l'heure, avec un accueil remarquable du jury, quand même, terminé 2e du jury, y compris devant la France, quand même, la chanson de Louane partout, hein. Et ben ça, c'est remarquable. Et donc, ça veut dire que c'est notre manière à nous de faire les choses, mais il faut souligner que ce qu'a fait Zoémé et ce qu'a fait la délégation suisse en choisissant de ne la filmer qu'avec une caméra, quand même. On est dans un univers où vous prenez la chanson de Malte, hein, qui est juste après la chanson suisse. Ils ont tout utilisé, les artifices possibles et imaginables. Une bonne partie des chansons, je pense qu'il n'y avait plus un LED qui était au repos, quoi. C'était vraiment, tu te dis, bon, ok, super, c'est le show. Bon, bref, même des ballons sur lesquels elle s'assied et puis qui sautent, et voilà. Et t'as le contraste et une seule caméra. Et ça interpelle, parce que ça veut dire que pour la télévision, c'était une réussite totale. Total. Après, il fallait pas s'attendre à avoir beaucoup de voix. Quand on a entendu que la France avait eu 50 voix et que Malte, qui était une des chansons qui avait fait le buzz, en avait eu 8, on s'est dit, j'ai pas pensé 0, mais on s'est dit on n'aura pas beaucoup de voix du public, donc nous on savait qu'on gagnerait pas. C'était pas Israël possible. a reçu encore massivement oui, alors il y a eu une points, concentration comme l'année sur passée Israël. également à Malmö. Alors, est-ce qu'il faut revoir tout ça finalement? C'est con entre le jury, entre le vote du public. Il y a un fossé entre les deux. Bien sûr. C'est hallucinant. Alors, c'est complètement fou. Et on voit Israël, l'Ukraine aussi, hein, dont la chanson était moins forte cette année, qui obtient aussi un maximum de voix et de soutien. Donc, c'est clair que le vote pour Israël, c'est un vote de soutien à Israël. C'était quelque chose... une chose à laquelle je pense que les pro-israéliens tenaient beaucoup, c'est-à-dire montrer que l'Europe soutient Israël. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que c'est quand même un vote hyper pro-Israël, avec des appels à voter dans certaines structures, communautés ou autres. Donc, ça pose un réel problème. Ce qui se pose comme problème, principalement, c'est... Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour des chansons qui ne sont pas ou soutenues politiquement, ou des chansons qui sont buzz, dans les demi-finales où il n'y a que le vote du public. Ça veut dire que Zoémé, par exemple, si elle avait dû être en demi-finale, elle n'aurait pas passé. Alors qu'elle termine 2e du jury. Donc, moi je dis, l'Eurovision ne peut pas continuer sans remettre les jurys en demi-finale. C'est clair. Parce qu'avec les jurys en finale, c'est quand même la chanson qui a obtenu le plus de voix du jury et qui a obtenu un certain nombre de voix du public, comme Nemo. Nemo, il n'a pas gagné avec le public. Il avait même terminé 4e de sa demi-finale. Hein. Et puis, Gigi, il a terminé 4e ou 5e de sa demi-finale aussi. Donc il y a un réel problème avec la demi-finale. Ensuite, il y a un réel problème, à mon avis, avec le vote. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me paraît, et Mike pourrait en parler mieux que moi, mais ça me paraît peu plausible que la population espagnole donne 12 points à Israël dans le vote public. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un soutien à la Palestine qui est très fort en Espagne, y compris de la part du gouvernement, y compris, me semble-t-il, de la part de la télévision espagnole, qui a quand même été la première à dire maintenant il faut qu'on fasse un débat, une discussion. Alors la TV espagnole, effectivement, a même... presque appelé au boycott, j'ai envie de dire, de la participation d'Israël, en l'occurrence. Hein. Ce qui est compréhensible, c'est que l'UR a pris une décision qu'on peut comprendre parce qu'on n'invite pas Israël, on invite la télévision israélienne. Et il faut savoir que dans de nombreux pays, y compris chez nous, hein, la télévision n'est pas nécessairement le soutien efficace du gouvernement. Elle est même parfois très nettement en porte-à-faux. Quand même, hein. Chez nous, c'est quand même le parti qui a le plus de pourcentage dans les chambres qui demande à ce qu'on prive la SSR d'une grande partie de ses moyens. Donc, et en Israël, on ne peut pas dire que la Cannes est une télévision pro-Netanyahou. Donc ça s'explique. Ça s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas d'exclusion d'Israël des grandes fédérations internationales. Hein, la Russie, il y a eu des sanctions contre la télévision russe, il y a eu des sanctions contre la Russie, mais surtout contre la télévision russe. La télévision russe, elle est sanctionnée par la communauté européenne, donc l'UR ne peut pas inviter la Russie ni la Biélorussie. Donc ça, il faut trouver cet équilibre-là. Mais d'un autre côté, c'est pas super correct que ce soit utilisé par certains journaux pro-israéliens et en particulier certains journaux en Israël comme de la propagande. Ouais. Voilà. Mais sinon, la délégation israélienne, ça s'est bien passé avec, et la chanteuse était vraiment une magnifique chanteuse. Bon, en parlant de délégation, ça fait 34 ans que vous avez vous avez réjoui au micro justement à chaque fois pour l'Eurovision. Vous allez donc garder un pied encore dans la délégation suisse. Le choix des chansons et puis le travail qu'on a fait cette année à Bâle, c'est-à-dire le lien avec la presse, les journalistes,
journalistes pour mettre en valeur le choix qui aura été fait par la délégation suisse, bien sûr, et par des panels de jury et de public pour la chanson l'année prochaine. Et le défi, il est de taille, hein, parce qu'on a gagné, on a organisé, et maintenant... Hop, c'est comme si on repartait un peu à zéro, d'une certaine façon, alors que le processus, il est engagé déjà depuis 6, 7 ans, 8 ans, avec des résultats exceptionnels, et puis avec ce résultat de Zoémé qui confirme le bon choix, mais qui interpelle sur pourquoi la Suisse obtient si peu de voix, y compris avec la chanson de Nemo, parce que sans les 22 fois 12 points, je suis pas sûr qu'on aurait gagné. 22 fois 12 points du jury, qu'on aurait gagné. Donc il y a ça. Il y a qu'est-ce qu'on peut amener, nous, qui fasse qu'il y ait même un consensus sur le jury et le public. Peut-être que c'est nous qui pouvons le faire, plutôt que des pays qui clivent un peu dans leur choix. Alors c'est qui va remplacer Jean-Marc Richard l'année prochaine? Pour l'instant, c'est pas décidé, mais ce sera quelqu'un du Sérail et vraisemblablement quelqu'un de la radio, d'une radio musicale. Il y en a chez nous. Victoria, elle s'est bien débrouillée. Elle était excellente. Elle était excellente. Elle s'entend extrêmement bien avec Nicolas Tanner, parce que Nicolas va continuer évidemment comme expert. C'est important que pendant quelques années, il y ait toujours quelqu'un qui soit là. Puis Nicolas, c'est vraiment la Bible, hein. Enfin la Bible de l'Eurovision. Et donc, elle pourrait. C'est à elle de décider, la direction de la SSR. Elle a pris la température, elle a regardé. Je pense que pour présenter un concours comme celui-ci, il faut vraiment quelqu'un de radio. Vous qui avez fait tous de la radio, vous le savez. Je veux dire, c'est un métier de radio, commenter. C'est pas un métier de télévision, c'est un métier de radio. Et alors, ça avait une saveur particulière, cette édition, pour toi. D'une part, parce que c'était chez nous, hein, c'était attendu. Oui, c'était surtout ça, ouais. Et puis aussi parce que, voilà, c'est quoi le meilleur moment de ces 34 ans que tu vas retenir au micro de l'Eurovision, quoi? Il y en a eu 2. Ouais. C'était le partage avec Sandra Studer dans l'émission de jeudi, parce que Sandra, on a fait les commentaires ensemble. Moi, j'ai commencé une année après sa participation à l'Eurovision. Et ça, c'était un moment intense, et c'était aussi un moment touchant, parce que c'était une grande fierté pour mes collègues commentateurs, cette dimension de fidélité. Donc, autant les Français que tous les autres qui parlent pas le français sont venus, on a beaucoup parlé, on a échangé. Les autres années, on est chacun un peu dans notre bulle parce qu'on a beaucoup de travail et tout. Et puis, un des souvenirs, c'est peut-être une des premières années, c'est 1993, parce qu'il y avait une espèce de simplicité qu'on retrouve plus aujourd'hui. Normal, c'est devenu le grand show, etc. Mais quand tu fais l'Eurovision dans une arène équestre, dans un manège, d'accord, que tu as 1700 habitants dans le village, que ton hôtel il est à 45 km, tu prends la dimension de l'événement, disons. Je me souviendrai toujours de 2 événements de 1993. C'était le sandwich au saumon, c'est-à-dire que comme on partait de l'hôtel le matin, puis qu'il n'y avait pas vraiment de restaurants dans les alentours et tout, on se faisait des sandwichs au saumon, et ce jour-là j'en avais fait 3 ou 4, et j'étais assis sur les escaliers à l'entrée du manège où avait lieu le concours, et il y a un gars qui s'assied à côté de moi, et j'étais en train de lire 2-3 notes, etc. Puis il commence à me parler en anglais, puis je dis non, on peut parler en français, ça ira et tout. Et puis je lui dis, vous voulez un mes sandwich? Ah ouais, volontiers. Et c'était Patrick Fiori, en fait. Et après, on s'est revus au coup de cœur et tout. Et cette année-là, moi, j'ai eu une grande émotion, parce que c'était une année de guerre dans les Balkans. Et la Bosnie-Herzégovine était représentée. Les musiciens ont réussi à venir, pas le chef d'orchestre, il n'a pas réussi à sortir de Sarajevo. Et à un moment donné, on a donné la parole au porte-parole, à la voix de la Bosnie qui donnait les votes, et c'était tellement émouvant, parce que ça veut dire que Sarajevo était sous les bombes, et la connexion a pu se faire avec Sarajevo, et tout le monde dans la salle s'est levé, vraiment. Et c'était et a applaudi, et donc c'était comme dire ok, il y a la guerre, mais on est là, on est déjà unis avec la musique. C'était aussi un élan de solidarité par rapport à tous ceux qui se retrouvent dans la guerre, quoi. Puis alors l'autre émotion, évidemment, c'est quand les présentateurs suédois ont mis 2 heures à annoncer le vote public de Nemo et qu'on voyait ces 2 images, Croatie, Suisse, on n'en pouvait plus dans cette cabine avec Nicolas. Je pense qu'on a perdu 10 kilos en 45 secondes. Et puis ensuite ce 200 que... On n'a même pas entendu 200 combien, c'était vraiment 200, et on a gagné l'Eurovision, quoi. Mon fils après m'a dit, t'aurais peut-être pu dire un peu moins 2 fois, on a gagné l'Eurovision, que 72 fois, mais ça... Et puis un bouquin qui sort en quelques jours. Oui, ça c'est aussi l'aboutissement de quelque chose, parce que on a eu cette idée du bouquin vers 2015-2016. On a travaillé pratiquement 2 ans en disant on veut pas faire un livre de sociologie. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais l'Eurovision, les grands spécialistes de l'Eurovision sont tous des sociologues. Ils ont fait même des cours à l'université. Ils portent un regard souvent un peu pointu sur le côté géopolitique. Et il y a
énormément de sociologues en France qui sont des spécialistes de l'Eurovision. Il y en a même dont on dit que c'est des monsieur ou des madame Eurovision. Mais il n'y a jamais eu vraiment un livre qui raconte l'histoire. Parce que l'Eurovision, c'est une histoire qu'on raconte, avec des moments de tension, avec des moments de joie, des moments d'émotion. Et on avait envie de faire ça. Et puis on s'est dit, mais attends, le livre, le précédent, la saga de l'Eurovision, c'était jusqu'à 2017. Mais maintenant, on peut pas. On peut pas faire 1956-2025 en Suisse, la boucle est bouclée. Hein. Après, et on s'est dit, on se lance dans une nouvelle édition. Donc, on a bien évidemment adapté, corrigé, les photos aussi et tout. Et puis, on a fait 2017 à 2025 et il sort lundi. Nous, on voulait qu'il sorte juste après l'Eurovision parce qu'on voulait intégrer Bâle. Ouais. Parce que on était curieux de voir comment la Suisse était capable ou susceptible d'organiser le concours. Et voilà. Et donc, on participe à ce succès avec ce livre. Et pour nous, c'est extrêmement important. Mais on ne révélera pas pourquoi Céline Dion n'est pas venue. C'est pas dans... Bon, sorti lundi pour le bouquin. Sorti lundi. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jean-Marc Richard ce matin ? Moi, j'ai eu énormément de plaisir à vivre cette aventure à l'Eurovision. Ouais. Mike, tu te souviens qu'en 1989, on avait piqué, maintenant je peux le dire, hein, il y a une prescription, Acidul avait piqué le signal et je commentais dans le studio de Radio Acidul à Lausanne, dans la cave de la Maison du Peuple, une Eurovision que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'avais fait en 88 une interview de Céline Dion quand elle avait gagné la finale suisse à Beau-Sobre, au théâtre de Beau-Sobre. J'avais fait ça, mais bon... Elle m'avait juste dit un truc très sympa. Elle m'avait dit, faut pas me poser trop de questions sur la Suisse que je connais encore pas bien, mais tu pourras m'expliquer. Et donc en 89, on avait piqué ce signal. Donc il y a une espèce de retour en quelque sorte aux sources pour moi en Suisse, parce que pour moi le retour en Suisse, c'est justement le fait qu'on ait piqué le signal en 89. Mes chefs de la RTS doivent aimer ça. Et qu'on commentait. Et puis maintenant. Donc ce qu'on peut me souhaiter moi, c'est de pouvoir continuer à faire ce travail dans le domaine de la musique. C'est-à-dire avec la délégation suisse et avec un autre domaine qui évidemment me tient énormément à cœur, c'est la musique populaire, parce que je ne vais pas m'en aller fin de l'année pour la musique populaire, je vais encore rester 2 ans. Et l'idée, c'est d'installer vraiment à travers les 2 très grandes fêtes qui nous attendent, la fête fédérale des instruments avant ainsi que la fête fédérale de folklore, d'installer non seulement la SSR, mais aussi tous les médias régionaux, les médias locaux, les médias privés dans cette aventure des musiques populaires qui a pris sa place, y compris à Bâle, avec les Top Secrets. Vous imaginez les Top Secrets sur scène. Mes collègues de commentateurs disaient, c'est quoi ce truc, on n'a jamais vu ça, etc. Et voilà, donc à l'Eurovision, les Top Secrets, et dans le village de l'Eurovision, les fifres et tambours, des fanfares et des chorales, etc. Donc installer définitivement la musique populaire dans ce rail de respect qu'on lui doit, et 84% des musiciennes et musiciens, c'est dans la musique populaire. Voilà, ça c'est un peu mes défis, si vous voulez. Bon, tu viendras nous trouver alors encore pour avec grand plaisir. Merci Jean-Marc, c'est un vrai plaisir toujours de t'avoir sur le plateau avec nous. On te souhaite évidemment plein de bonnes choses et on te dit à très très vite. Et puis encore merci d'être venu ce matin. On te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée à toi. À toi aussi. Salut Jean-Marc. Et à vous aussi. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Bien sûr, aime le média. Aime le média. This is Aime le média.